Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Alors exceptionnellement, cette intervention sera à une voix et non à deux, mais elle a été préparée par toute l'équipe premier degré du SNALC, le SNALC donc, qui est un syndicat représentatif de tous les personnels de l'éducation nationale. Vous comprendrez, je ne vais pas revenir sur tout un tas d'éléments de constat qui ont déjà été faits et que nous partageons, et comme disait mon collègue de la CGT, le fait que l'ensemble des organisations représentatives à l'éducation nationale partagent très largement beaucoup d'éléments de constat, c'est un signe d'alerte fort, parce que nous, j'allais dire, on préfère quand on n'est pas d'accord, parce que ça veut dire que l'essentiel va bien, en fait, quand on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, c'est qu'a priori, c'est grave. Donc il faut vraiment prendre la mesure du problème. Donc vous l'aurez compris, hein, la rémunération, conditions de travail, mobilité, école inclusive, hein, ça fait partie des gros sujets du premier degré. Sur la rémunération, notre analyse depuis assez longtemps, hein, qu'il y a une perte très forte de pouvoir d'achat qui est le facteur premier du manque d'attractivité et le facteur premier des difficultés à recruter. Quand nous disons ça au SNALC, ça ne veut pas dire que nous disons que c'est le seul facteur, mais nous avons interrogé nos adhérents à ce sujet, que c'est le premier. En gros, revaloriser, ou plutôt comme nous disons, rattraper, parce qu'il s'agit d'un rattrapage salarial, c'est nécessaire, c'est peut-être pas suffisant, il faut peut-être faire d'autres choses en plus, on est d'accord, mais si on ne le fait pas, et si on ne le fait pas bien, le reste sera purement décoratif. Pour donner quelques éléments de constat sur ce sujet, et nous n'allons pas forcément chercher des comparaisons internationales très loin, parce qu'on sait que c'est très compliqué de comparer les systèmes scolaires d'un pays à l'autre. Nous faisons déjà des comparaisons à l'intérieur de notre propre pays. Nous savons que beaucoup de fonctions publiques d'État ont compensé depuis assez longtemps le gel du point d'indice par une politique indemnitaire avec une hausse des primes fixes, c'est-à-dire pour tous, qui peut aller dans certains cas jusqu'à 50% de la rémunération des cadres de la fonction publique. On rappelle hein, que les professeurs des écoles dans la fonction publique sont des agents de catégorie A, la catégorie la plus haute, avec, ça a été dit, hein, un concours à bac plus 5, on n'en fait pas beaucoup plus haut non plus, beaucoup de catégories A ne sont pas à bac plus 5, et les professeurs des écoles, eux, ont un régime indemnitaire fixe qui vaut, avec la prime informatique qui a été créée récemment, je rappelle la prime informatique, 150 € net par an, donc à peu près 12,50 € par mois, on est entre 3 et 4% de la rémunération, hein, le régime indemnitaire fixe des professeurs des écoles. Donc, on se rend bien compte qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est creusé, et qui s'est creusé aussi par rapport à la moyenne de la fonction publique d'État. On est hein, sur des différentiels qui sont de 900 à 1000 € par mois avec la moyenne des rémunérations des catégories A dans la fonction publique d'État. Donc quand on parle du manque d'attractivité, je crois qu'il faut se rendre compte de cela, c'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités qui sont ouvertes que le métier de professeur aujourd'hui, qui demandent parfois moins d'études, qui sont mieux payées, et où les conditions de travail sont, on va quand même se le dire, moins difficiles. Donc partant de là, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans une crise qui commence à durer et qui attaque de plus en plus le premier degré, car jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le premier degré pouvait sembler assez préservé. On arrivait à remplir les postes au concours, ensuite on a vu qu'à Versailles et à Créteil, on n'y arrivait plus. Mais là, on tire quand même fortement la sonnette d'alarme hein, cette année. Ce n'est pas que Versailles et Créteil qui sont soit dans des difficultés, Paris non plus n'a pas rempli, mais soit qui sont à la limite. Hein. Plusieurs académies ont rempli tout juste les postes au concours. Donc il faut bien voir qu'il y a quand même une chance non négligeable que ça dure et que ça s'aggrave. Donc voilà, je voulais quand même attirer cette attention. Nous, au SNALC, là-dessus, on vous dit un rattrapage salarial, mais on pense que les mesures qui ont pu être prises, alors je ne parle pas même de leur qualification médiatique d'historique, hein, où ensuite, quand les collègues regardent leur feuille de paye, le côté historique leur échappe parfois, nous, on pense qu'il faut quelque chose qui soit gravé sur plusieurs années. Qu'on appelle une loi de programmation pluriannuelle, mais ça vous connaissez ça normalement beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que
à un moment, pour que des gens s'engagent dans les études qui mènent à la carrière, il faut qu'ils aient les perspectives, et il faut qu'ils voient ces perspectives à plusieurs années. Là, ce que l'on fait depuis quelques années, et pas cette année qui est une année blanche, c'est on discute d'une enveloppe fermée qui est très clairement insuffisante, et on essaye de voir comment on la répartit, et globalement, on la répartit essentiellement sur les tout débuts de carrière, pour faire des annonces médiatiques en disant « Regardez, ils ont pu gagner jusqu'à tant de plus », mais le temps de plus, c'est en fait 3 ans d'une carrière qui en dure 43. Donc, il nous faut, pour nous, c'est une demande très forte, on n'est pas les seuls à la porter d'ailleurs ici, c'est effectivement qu'on puisse arriver à une loi de programmation pluriannuelle sur les salaires des enseignants. Si on ne fait pas ça, nous on ne voit pas très bien comment on va améliorer le reste. Un mot, parce que c'est très important, l'expression a été beaucoup employée par mes collègues, sur l'école inclusive, c'est un sujet dont nous parlent à peu près tous les professeurs des écoles que nous rencontrons. C'est beaucoup plus présent d'ailleurs dans le discours et dans les difficultés des professeurs des écoles que tout à l'heure on en reparlera dans le second degré, c'est beaucoup plus présent à l'école primaire pour des raisons déjà très simples, c'est que c'est là où l'école inclusive est la plus développée, d'une part, et que deuxièmement, à l'école primaire, vous n'avez pas de personnel ressources autour de vous, vous êtes tout seul. Dans votre salle, le directeur, la directrice est souvent d'ailleurs en train de faire cours dans les plus petites et moyennes structures, et vous avez éventuellement des AESH sur place ou pas, et c'est tout en fait. Et ça, la gestion de l'école inclusive, effectivement, il va falloir, nous c'est une demande très forte là aussi qu'on a au SNALC, c'est qu'à un moment, on réunisse tous les acteurs de l'école inclusive autour de la même table à intervalles réguliers. Que nous, syndicats d'éducation nationale, puissions parler avec les MDPH, puissions parler avec les associations de parents d'enfants handicapés, qu'on puisse essayer de voir là, ce qui se passe, ou ce qui se passe mal, pourquoi il y a des augmentations incroyables dans certains départements, des notifications et pas dans d'autres, pourquoi nous, on n'a pas les AESH à mettre en face, pourquoi on se retrouve avec des AESH de plus en plus mutualisés et de moins en moins individualisés, c'est-à-dire que les AESH aujourd'hui, ultra majoritairement, soit s'occupent de plusieurs enfants en même temps, soit changent d'enfant pendant la semaine et parfois changent d'enfant d'une semaine sur l'autre. Donc autant vous dire que la continuité de l'accompagnement est elle aussi très très fortement mise à mal. Je ne reviens pas sur les salaires des AESH, je crois que tout le monde autour dans cette salle est au courant. Un petit mot sur un certain nombre de points un peu plus d'actualité. Nous, on aimerait qu'on arrête la blablatologie. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit au SNALC, c'est la blablatologie. Voilà, on fait des états généraux de ceci, des conférences sur le métier d'enseignant de cela. Alors là, on nous fait un CNR, on nous fait des concertations dans chaque école, collège et lycée. On a appris que c'était sur la base du volontariat, tant mieux. On va vérifier que ce sera vraiment sur la base du volontariat. Il faut arrêter la blablatologie. Les enquêtes de l'ADEP montrent que les professeurs des écoles travaillent en moyenne entre 40 et 50 heures par semaine. Si vous leur rajoutez des réunions, ils vont vraiment craquer. Donc il faut là aussi se calmer là-dessus. Un dernier mot sur les rémunérations, puisque je n'ai pas abordé ce point, qui est un point qui, comme m'a dit mon collègue de Force ouvrière, je crois, fait beaucoup réagir. La notion de rattrapage salarial, dans la tête de tout le monde, est évidemment sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on considère que le métier s'est dégradé dans son salaire, et en plus dans ses conditions de travail, et que c'est pas en disant on va vous rémunérer pour des missions qu'on va vérifier supplémentaires, qu'on va arranger quoi que ce soit. La notion de pacte, puisque le terme a été employé, elle est mais rejetée ultra massivement dans les salles des maîtres, quand il existe une salle des maîtres dans l'école. Le SNALC fait cadeau des 45 secondes restantes à l'Assemblée. Monsieur Jean-Rémy Girard et Christophe Lezon. Alors, j'essaye de faire un peu tout à la volée. Le passage du concours du M1 au M2, c'était probablement l'idée la plus idiote qu'on a jamais eue. C'est d'ailleurs l'une des raisons des 4000 postes non pourvus cette année. C'est une conséquence technique de ça. Une des parties des postes non pourvus, c'est une conséquence technique de ce passage. Ça fait rentrer les gens dans la carrière un an plus tard, donc ça rend le métier encore moins attractif, puisque voilà, ça peut les faire partir un an plus tard de l'autre côté en plus. Et voilà, rallonger la durée d'études,
sans forcément fournir la source de rémunération qui va avec, et on sait que le travail étudiant, c'est pas toujours évident, ça n'aide pas. L'état réel de l'école primaire, il y a eu des études très très bien de l'ADEP sur le sujet. Le ministère est extrêmement efficace pour montrer que le système marche mal. On voit niveau de lecture, écriture, calcul en CM2, il y a des études tous les 5-10 ans qui sont faites sur les mêmes, exactement les mêmes exercices. Ça baisse, et ça baisse dans toutes les catégories sociales. C'est aussi un point à signaler. Il n'y a pas une raison unique à ça. Néanmoins, la taille des classes, ça aide pas, c'est très clair. Les questions qu'on a posées sur l'inclusion et le fait que le prof des écoles se démultiplie à faire 3 milliards de choses à la fois et à ne pas pouvoir gérer, nous on s'est très bien retrouvés dans ce qu'a dit Madame la députée sur l'expérience d'une collègue de maternelle. Voilà, ça n'aide pas non plus. Ensuite, on peut parler de ce qu'il y a dans les instituts de formation, il y a parfois des choses bizarres aussi, on est d'accord là-dessus. Néanmoins, pour nous, ce n'est pas la priorité. Sur le budget de l'État, on peut le faire en valeur absolue et il augmente, on peut le faire en part du PIB et il diminue sur l'investissement dans l'éducation. Ensuite, nous on est tout à fait d'accord pour couper du budget tous les trucs sur les états généraux de machin, l'organisation de la grande conférence de trucs, le fait d'utiliser des cabinets de conseil qu'on paye pour faire rien à l'arrivée. Je pense qu'on peut investir cet argent beaucoup mieux. La première priorité, un rattrapage salarial sans contrepartie pour tous les personnels, pas que ceux en début de carrière. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien. L'accompagnement du handicap, nous, dans leur état actuel, on préférerait effectivement qu'on supprime les PIAL parce que c'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout dans beaucoup d'endroits. On n'arrive pas à trouver de coordonnateur pour ces PIAL, parce que c'est payé au lance-pierre, pour une mission qui est énorme. Voilà, c'est entre 600 € et 1200 € par an, hein, la prime, c'est incroyable, pour gérer tout ça. C'est pour ça que, voilà, vous avez entendu notre demande sur l'école inclusive, et aussi sur un statut fonction publique pour les AESH. On a 132 000 AESH, je crois, au dernier compte. C'est un métier pérenne, c'est un métier qui n'est pas un métier du tout étudiant. C'est la fonction publique, c'est pas normal qu'un métier comme ça ne soit que dans la contractualisation, c'est pas ça la fonction publique. La fonction publique, c'est le statut et c'est pas la contractualisation au départ. Sur les mutations, je ne vais pas vous refaire le système en 1 minute 55. Néanmoins, il faut faire très attention aux postes à profil qui bloquent encore plus le système de mutation et qui demandent en plus de s'intéresser de plus en plus à ce qui se passe partout pour essayer de trouver le bon poste. Faire attention aussi aux fausses bonnes idées de départ en disant il y a des gens qui sont à un endroit, ils enseigneraient bien même en tant que remplaçants. Oui, il y a des gens qui sont à Créteil et qui aimeraient bien aller là-bas aussi et qui sont coincés à Créteil. Donc il faut faire très attention. C'est, j'allais dire, c'est vraiment une mécanique très subtile, les mutations. Il y a des choses qui échappent à l'éducation nationale. Un territoire n'est pas attractif, il n'est pas attractif. Effectivement, il n'y a pas que l'école qui va régler le problème d'attractivité ici. Le sport à l'école, j'y reviens pas. Dans la plupart des écoles, c'est juste du blabla, les 30 minutes. C'est extrêmement décoratif de l'avoir dit. L'expérimentation marseillaise, c'est très important. Voilà, on a annoncé des choses qui ne sont pas ce qui a été mis en place, puisqu'il n'y a pas effectivement de recrutement par le directeur, et heureusement. Voilà. Et de toute façon, cette expérimentation n'est pas évaluée. Donc je ne sais pas comment on peut la généraliser alors qu'on ne sait même pas ce qu'elle donne. Les retours qu'on a, c'est que les deux choses qui ont intéressé les collègues, c'est un, qu'on rénove leurs locaux, et là l'État a quand même été obligé de donner de l'argent alors que c'est de la responsabilité de la collectivité locale, ça vous imaginez bien qu'on ne le généralisera pas partout, et deux, qu'ils aient de l'argent pour des choses que souvent en fait ils faisaient déjà, qu'on n'a pas demandé de faire des projets. C'est pour ça que nous, le fonds d'innovation de 500 millions, on pense qu'une décision intelligente sur le plan budgétaire serait de le prendre et de le mettre dans la revalorisation des enseignants. Ça permettrait peut-être de l'augmenter. J'ai fait pas mal de choses. Les écoles rurales, on pense que pour certaines écoles isolées, on devrait pouvoir les faire rentrer dans les dispositifs REP et REP+, même si elles n'appartiennent pas à un réseau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jean-Rémy Gérard ou Monsieur Sébastien Viel. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour ou rebonjour Mesdames et Messieurs les députés. Je vais commencer par vous dire merci Mesdames et Messieurs les députés. Je voulais au nom du SNAL que vous remercier puisqu'il y a quelques mois et de manière assez transpartisane, vous avez voté la possibilité du
contrat à durée indéterminée du CDI pour les assistants d'éducation, qui était l'une de nos revendications pour ces personnels, qui était très attendue, puisque ce sont des personnels qui sont de moins en moins des étudiants et de plus en plus effectivement des personnes pour qui ça devient un vrai métier pérenne et qui au bout de 6 ans n'avaient plus rien. Donc il y a des difficultés de mise en œuvre, on vous tiendra au courant évidemment, parce qu'il y a toujours des difficultés de mise en œuvre quand on met en œuvre une loi aussi importante et en plus dans un laps de temps aussi court. Mais voilà, je tenais à vous remercier parce que c'était quelque chose que nous demandions depuis longtemps et nous sommes très heureux que la représentation nationale ait pu contribuer, enfin ait pu l'obtenir d'elle-même, comme quoi parfois aussi les sujets éducatifs peuvent être des sujets qui rassemblent et nous on souhaite que ça puisse être le cas sur d'autres dossiers. Un point assez rapide sur la rentrée, alors pour ceux qui étaient là les 2 heures précédentes, je vous rassure, je ne vais pas vous redire les mêmes choses, ne vous inquiétez pas. Dans le second degré, effectivement, il n'y avait pas un professeur devant chaque classe, très clairement. Il n'y a toujours pas d'ailleurs aujourd'hui un professeur devant chaque classe. Il n'y aura probablement jamais un professeur devant chaque classe au cours de l'ensemble de l'année scolaire. Ce n'est pas spécifique à cette année. Ça aurait pu être beaucoup plus grave s'il n'y avait pas eu ce recrutement ultra massif de contractuels dans des temps très courts, contractuels dont certains sont déjà repartis d'ailleurs, et on va avoir des difficultés sans aucun doute tout au long de l'année. On sait certaines disciplines dans lesquelles elles vont se produire davantage, on parlait de l'éco-gestion, la technologie, on va avoir tout ça, et ça s'aggrave. Un point justement, puisque les contractuels enseignants dans le second degré, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, si je puis dire, que dans le premier degré, où ça n'existait pas il y a 10 ans. On en est quand même, sur des académies comme Versailles et Créteil, dont vous connaissez le manque d'attractivité, à 10% de professeurs contractuels. C'est-à-dire qu'en moyenne, un enfant a un professeur contractuel dans la classe dans laquelle il est. Voilà. Et évidemment, ça c'est une moyenne, mais il y a des endroits où il a quand même des chances d'en avoir plus. Ça ne veut pas dire que les contractuels font forcément du mauvais travail, ce n'est pas le cas, des contractuels qui sont là depuis longtemps, mais ça veut dire que des gens qui sont balancés à temps plein après 4 jours de formation ont quand même beaucoup de chances d'avoir des difficultés très importantes et que ça se ressente évidemment sur les conditions d'apprentissage. Un petit point sur le manque d'attractivité de nos métiers qui concerne évidemment aussi le second degré. Je ne reviens pas sur les salaires, mais je vais revenir, puisque là c'est une question plus spécifique second degré, sur une dégradation qui a eu lieu en termes de conditions avec cette question des heures supplémentaires, dont on tient quand même à rappeler à la représentation nationale que nous sommes dans une profession où l'heure supplémentaire est très vite moins payée que leur poste, contrairement à ce qui peut se passer dans le privé. Nous perdons de l'argent à faire des heures supplémentaires. En fait, c'est très étrange, mais c'est très mal payé les heures supplémentaires. Et qui plus est, puisque sous le quinquennat précédent, il a été acté contre l'avis de l'ensemble des organisations représentatives que l'on puisse imposer 2 heures supplémentaires aux enseignants du second degré contre une précédemment, ce qui contribue à dégrader les conditions de travail des personnels qui ne souhaitent pas spécialement les faire. Rappelez aussi que dans cette idée qu'on va demander des choses en plus, que ce soit des missions, des heures sup sur des heures sup sur des heures sup, voilà, ça crée des inégalités au sein même de nos professions et des personnes qui les exercent, puisque toutes les personnes en temps partiel, normalement, ne font pas d'heures sup, même si maintenant on peut faire des heures sup en étant en temps partiel, qui devient complètement délirant sur le principe même de ce qu'est le temps partiel, et effectivement que, en plus, certains collègues, par exemple les professeurs documentalistes, les CPE, ne peuvent tout simplement pas faire d'heures supplémentaires. Voilà. Et qu'on le sait, toutes les statistiques sont disponibles là-dessus, les heures supplémentaires, c'est plus les hommes que les femmes, etc. Vous connaissez sans aucun doute tout ça. Sur les stagiaires, je voulais faire un point stagiaire, puisque que ce soit premier, second degré, même combat, les stagiaires démissionnent de plus en plus avant d'avoir fini leur année de stage. Il faut aussi que vous le sachiez, c'est quelque chose de très préoccupant. Les derniers chiffres qu'on a du bilan social, c'est l'année 2020-2021. Il y a plus de 3% des stagiaires qui démissionnent. En 2008, il y avait moins de 1%, pour vous donner une comparaison. Donc, effectivement, c'est très inquiétant. Et là, puisqu'on dit c'est parfois bien d'avoir des points de divergence, là on en a un, nous on trouve que c'est une catastrophe que des stagiaires soient à 100%. Pour nous, tous les stagiaires devraient être au plus à mi-temps, parce que pour nous, l'année de stage est une année de formation et d'apprentissage du métier, ne peut pas se faire
avec un temps complet devant les classes. Que l'on ait un master MEF ou que l'on n'ait pas un master MEF. À notre sens, il ne devrait pas y avoir de distinction entre stagiaires, ce qui n'était pas le cas avant la réforme de la place du concours, où tous les stagiaires étaient à mi-temps. Et nous demandons à ce que cela redevienne la norme. Sur les différents échelons du système éducatif, donc je vais vous parler réforme du lycée général et technologique, un peu voie pro et évidemment aussi collège. Sur la réforme du lycée, comme vous avez dit Madame la Présidente, ajustable dans la durée, on ne l'a pas vu très ajusté jusqu'à présent, ou vraiment sur des marges très marginales. Le SNAL qui a fait partie longtemps du comité de suivi de la réforme du lycée général et technologique, on a passé 1 an à changer le sigle E3C en sigle EC. C'était une grande avancée, je pense, pour tout le monde, tout simplement pour ensuite, de manière très unilatérale, supprimer ces épreuves en cours d'année pour faire les 40% de contrôle continu, ce que rejetaient les 40% de contrôle continu la grande majorité des professeurs du second degré. Donc autant vous dire que sur la capacité à adapter cette réforme, on a été très échaudés. On n'a jamais pu discuter de quelque chose qui est demandé pourtant très massivement par les collègues, c'est de trouver un moyen de conserver les 3 spécialités en terminale, d'une façon ou d'une autre, pas forcément au même horaire. Ce qui a été fait pour les mathématiques, puisqu'on peut prendre des mathématiques à 3 heures, mais on ne peut pas le faire pour aucune autre matière, globalement. Donc on a quand même quelques doutes sur cette capacité à écouter le terrain, y compris, là encore récemment, sur le fait de vouloir à tout prix maintenir les épreuves de spécialité en mars, ce qui coupe l'année scolaire en 2 et fait que de mars à juin, autant vous dire que ça va être très compliqué dans les lycées et que les taux d'absentéisme des élèves vont être importants. Sur les mathématiques, le fait d'avoir réussi à inventer un enseignement optionnel de tronc commun nous laisse toujours sans voix. On ne sait pas comment on arrive même à vendre cette formule sans rire. Il nous semble que là, en fait, il faut reprendre la structure de la réforme du lycée. On est allé trop loin dans le choix à la carte. Je suis dans un lycée où il y a 30 triplettes et 30 doublettes pour moins de 900 élèves de voie générale. Et je crois que là, on est allé très loin. Il va peut-être falloir trouver un juste milieu entre l'ancien système à 3 séries et le système à 30 séries. On va peut-être trouver quelque chose au bout d'un moment. Il faudrait nous écouter là-dessus. Sur la voie pro, je vais aller vite, non pas que ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse beaucoup, mais ça fait quand même depuis assez longtemps qu'on a des expressions intersyndicales, particulièrement avec le SNUEP-FSU et la CGT, où nous avons des positions très convergentes. Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame Gérardin, puisqu'on se retrouve parfaitement là-dessus. On ne comprend pas très bien l'idée de « on va augmenter les périodes de formation de 50%, mais on ne va pas diminuer les horaires des disciplines générales ». Enfin, à un moment, il y a quand même un truc qui va diminuer dans l'histoire. C'est quoi? Donc qu'on nous le dise. Et là aussi, ce genre de grandes annonces, alors qu'on n'a même pas commencé à discuter, nous, les organisations syndicales représentatives, ça nous laisse toujours très inquiets sur la notion même de dialogue social. C'est-à-dire, comme toujours, on dialogue sur les détails, sur les marges, sur les petits trucs, mais finalement, on a quand même l'impression que le projet est déjà ficelé, qu'il va nous être présenté. On va dire oui, on va dire non, on va dire zut, et à l'arrivée, de toute façon, comme il est déjà ficelé, il est déjà ficelé. Un dernier mot sur le collège, justement, pour parler de projets sur lesquels on est dubitatif. Déjà, on réfute l'appellation maillon problématique que peut employer le ministre sur le collège. Il nous semble qu'il y a une crise générale du système éducatif, que, évidemment, le collège est concerné, mais qu'il n'est pas un maillon plus problématique que les autres. Il a des difficultés, à commencer par celle que c'est l'endroit où les élèves deviennent des adolescents, mais il nous semble que quand on veut justifier une réforme du collège, c'est toujours un peu facile de dire c'est le maillon problématique du système scolaire. On aimerait aussi qu'on se souvienne que, contrairement à ce qu'on nous dit, il y a eu une réforme structurelle du collège il y a 6 ans, c'était en 2016, donc c'est pas il y a si longtemps, et donc arrêtez de nous dire ça fait longtemps qu'on n'y a pas touché, c'est pas parce qu'on n'y a pas touché sous le quinquennat précédent qu'on n'y a pas touché depuis longtemps au collège. Et enfin, là aussi, on a quand même un grand paradoxe avec d'un côté tout le discours sur les fondamentaux et de l'autre côté la volonté de faire de la découverte du monde de l'entreprise dès la 5e. Je rappelle que les élèves ont 12 à 13 ans en 5e. J'ai fait de la découverte professionnelle au collège, ça m'est arrivé. Je peux vous dire qu'on ne trouve personne pour venir dans les collèges, surtout ruraux, et qu'en 5e, on a autre chose à faire que d'aller faire de la découverte du monde de l'entreprise avec nos élèves. Je vous remercie.